Tu as écrit un livre, Alain, qui nous a bien sûr interpellés, qui est « Et si on écoutait les experts du travail, ceux qui le font ?» Et bien sûr, ça croise tout à fait les travaux de l'ITMD, qui est d'aller voir le travail au plus près et le travail tel qu'il se réalise ou tel qu'il s'opère. Te présenter, je pense que tu le feras très bien, mais tu es quand même d'abord un ancien de l'ITMD, ou un toujours de l'ITMD d'ailleurs. Euh, et à la CGT, je dirais, mais c'est un avis tout à fait personnel, tu es un peu un élément assez unique qui s'est intéressé au sein de la CGT aux questions du travail et de la qualité du travail, de la qualité de vie au travail, enfin voilà, tout autour de ces thèmes-là. Et voilà, qui est quand même tout à fait intéressant. L'ITMD, je pense que maintenant, ceux qui fréquentent les masterclass, vous connaissez cette association qui est donc regroupe à la fois des chercheurs, des opérationnels, des syndicalistes et des consultants sur les questions du travail. Le principe de ces masterclass, c'est d'avoir un temps d'échange, mais un temps d'échange à la fin plutôt un quart d'heure, 20 minutes, avec des questions qu'on pourra poser à Alain. C'est surtout écouter un point de vue sur le travail. Donc, à chaque masterclass, je dirais qu'on se focalise sur le point de vue d'un chercheur ou d'un expert sur les questions du travail. Voilà ce que je peux dire en introduction et surtout te passer la parole, Alain, pour que tu nous parles de ton livre. Bon, la postface a été rédigée aussi par Alain Soupio, ce qui est quand même aussi intéressant et tu nous en parleras certainement également. Voilà, je te cède la parole. Merci. Très heureux d'abord effectivement de faire ce masterclass avec l'ITMD auquel j'ai participé durant quelques années quand je restais parisien durant la semaine. Donc, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis infirmier de secteur psychiatrique à l'hôpital d'Alès dans le Gard, donc d'où mon accent. J'ai eu des responsabilités syndicales à la CGT pendant plusieurs années, et notamment nationalement sur les questions du travail. C'est moi, par exemple, qui ai conduit la délégation de la CGT pour l'accord et la négociation sur la qualité de vie au travail en 2013. J'ai participé au COCT, au Conseil d'orientation des conditions de travail, etc., dans ce cadre-là. Et donc, pendant plus de 10 ans, presque une quinzaine d'années, j'ai travaillé sur ces questions du travail. Et donc, j'ai eu l'occasion de fréquenter l'ITMD à cette occasion. Maintenant, je suis à la retraite depuis 4 ans. Mais je continue à avoir un petit peu d'activité. Alors, je fais pas mal de formations. Je suis président aussi du cabinet d'expertise d'émergence, qui est le cabinet d'expertise de la CGT, comme Sendex et celui de la CFDT, etc., etc. Et toujours branché sur ces questions un peu du travail. Donc voilà, j'avais jamais écrit de livre de ma vie. Je ne sais pas si je le referai d'ailleurs, mais parce que je me suis rendu compte, j'ai mis plus d'un an pour le faire éditer quand même, donc je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué l'édition. Je ne savais pas que c'était aussi simple. Voilà, mais donc pour vous dire la genèse du livre, en fait, elle est partie de novembre 21, à partir de deux situations particulières. La première, c'est le discours d'Emmanuel Macron qui, en gros, commençait de manière officieuse, je dirais, à se présenter comme à nouveau un deuxième mandat. Et une interview qu'il avait fait à la télé où il avait dû dire au moins 30 ou 40 fois le mot travail. Et j'avais bien quand même le sentiment que c'était de l'emploi qui parlait et pas du travail. Donc ça m'avait un peu énervé. Et puis la deuxième chose, c'est au même moment, il y avait eu une tribune dans Le Monde de 380 et quelques magistrats qui avaient, dans leur tribune, dit on ne veut plus travailler comme ça, on ne veut plus travailler pour le chiffre, on veut travailler différemment. Et cette tribune de 380 magistrats dans Le Monde, 15 jours après, plus de 80% des magistrats et des agents de la justice de France
avait rejoint cette tribune. Donc je me suis dit, il se passe quand même quelque chose d'important chez les magistrats, qui corroborait d'ailleurs ce que je vivais moi, puisque j'ai quand même toujours beaucoup de relations avec les hôpitaux. Étant infirmier de secteur psychiatrique à Alès, j'ai des relations avec mon syndicat et mon épouse sur le CHU de Nîmes et la secrétaire du syndicat aussi. Donc j'avais des relations sur les questions de, de, des hôpitaux. Voilà, donc j'ai commencé ce livre à partir de ces éléments-là et avec une idée d'abord, c'était de faire un peu la clarté sur emploi et travail. L'emploi, c'est un statut. Bon, l'immense majorité en France des statuts d'emploi sont des statuts salariés, mais ce n'est pas que. Il y a aussi, il y a aussi bien sûr des professions libérales, des artisans, etc., etc. Mais bon, l'immense majorité, c'est des salariés. Et donc, j'ai voulu aborder ces questions du travail avec une idée, c'était d'essayer d'aider les salariés à comprendre ce qui se passe autour des questions du travail et comment on pouvait essayer d'intervenir par rapport à ça. Alors, dans ce cadre-là, j'ai décidé d'interviewer 14 salariés. Alors, je dis bien que des salariés, j'ai pas interviewé des professions libérales. 14 salariés, alors je devrais dire plutôt 13 plus une, parce que la première que j'ai interviewée, je l'ai interviewée parce que j'avais lu son parcours dans un livre de Caselli, j'ai perdu son prénom d'ailleurs, qui était La révolte des premiers de la classe, et qui faisait état de ces super diplômés qui ont plus de 10 ans, bac plus 10, et qui laissent tout tomber à un moment ou à un autre pour partir sur autre chose. Donc c'est la première que j'ai interviewée parce qu'elle habitait Montpellier, à côté de chez moi. Et j'avais lu qu'elle était consultante à la Défense, avec un salaire très important, et qu'elle avait laissé tomber son emploi de consultante à la Défense pour devenir fromagère et ouvrir un restaurant de fromage à Montpellier. Donc c'était quand même un peu particulier et je suis allé la voir. Et puis les 13 autres interviews, ce sont des salariés que j'ai essayé d'interviewer autour de moi, je vais dire. Je n'ai pas cherché plus que ça. Il y a 3 ou 4 syndicalistes, l'immense majorité ne sont pas syndicalistes. Et je suis allé les interviewer en essayant de faire en sorte qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, du service public ou du privé, y compris des précaires, puisqu'il y a un livreur à vélo, voilà, un policier, un magistrat, une infirmière, une ouvrière, un cadre, etc., etc. Enfin, j'ai essayé de prendre disons, un nombre de salariés qui représente à peu près l'éventail de ce qu'on peut trouver en France. Bien sûr, c'est pas exhaustif, loin s'en faut. Alors, quand j'ai interviewé ces 13 salariés, je leur ai posé 2 questions à chacun. Alors, ce n'était pas des questions innocentes. La première question, c'était comment vous travaillez aujourd'hui, et la deuxième question, c'est comment vous aimeriez travailler. Alors, quand je dis que ce n'est pas des questions innocentes, c'est parce que ce que j'avais essayé de faire avec d'autres et qui continue à se faire un peu encore aujourd'hui dans la CGT, c'était d'essayer d'initier une démarche revendicative partant de ces 2 questions sur le travail. Donc, on avait édité à l'époque, je le montre, un petit fascicule, voilà, comment faire la démarche revendicative à partir du travail. Et donc, on partait de ces deux questions. Donc, moi, j'ai fait exactement la même chose. Donc, les salariés que j'ai interviewés, je les ai interviewés en les enregistrant. Bien évidemment, l'enregistrement, je l'ai retranscrit par écrit et puis je leur ai donné de manière à ce qu'ils le modifient, qu'ils l'arrangent comme ils le voudraient, et que ce soit vraiment leur interview et pas le mien, qu'il n'y ait pas d'interprétation de ma part, etc., etc. Donc, c'est eux qui ont revérifié leur interview. Pour aller vite, les interviews ont duré entre 1 heure et demie et 2 heures pour chaque interviewé, ce qui confirme que, bien évidemment, quand on demande aux salariés de parler de leur travail, ils sont intarissables, mais ça, je le savais déjà,
j'en ai eu la confirmation. Alors, ce qui est apparu dans ces interviews, dans ces 13 interviews, d'abord, et ça, c'est pas une surprise pour nous à l'ITMD, c'est l'engagement de chacun à essayer de faire du bon travail. Ça, c'est la première des choses qui est apparue dans ces interviews. Tous essayent de réfléchir et de tout faire pour bien travailler, avec plus ou moins de difficultés, bien évidemment. Et puis, qui est ressorti beaucoup dans ces interviews, c'est la volonté de sortir de la culture du chiffre qui, en quelque sorte, rend le travail complètement invisible. Donc, on est tiré par des objectifs, par des chiffres sans arrêt, et on n'a pas le temps de regarder ce qui est réellement le travail. Donc, voilà ce qui venait essentiellement. Et puis, bien évidemment, il y avait, dans la deuxième question, euh, tous ont des solutions sur comment travailler autrement. Euh, alors, ce que j'ai retenu dans les solutions qui étaient apportées par les salariés, c'était d'abord la première qui est venue très 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 fort, c'est ralentir. Ralentir parce qu'on ne s'arrête pas de courir dans les entreprises, qu'on ne s'arrête pas de travailler à flux tendu en permanence. Le numérique et le portable en a rajouté une louche, si je peux dire. Et donc, on fait 10 000 choses à la fois, sans jamais avoir le temps de réfléchir sur la manière dont on travaille, et réfléchir à la fois individuellement, je dirais, et collectivement. Donc, prendre ce temps, réfléchir, penser son travail, etc., etc., c'est des choses qui sont venues de manière très forte dans les interviews des salariés, et vraiment cette volonté de ralentir pour essayer de faire un travail de qualité. Le deuxième point qui est venu très fort, c'est la volonté d'autonomie dans son travail. Le sentiment d'être fliqué en permanence, d'être lié à des objectifs chiffrés en permanence, à des reportings sans arrêt, à des besoins ouais, voilà, de noter systématiquement tout ce qu'on fait sur des ordinateurs, etc., etc. Soit et du contrôle permanent, soit par la hiérarchie, soit par le client, bien sûr, ou les usagers, enfin, etc., etc. Donc c'est vraiment cette idée que on peut pas prendre on peut pas avoir la possibilité d'essayer de faire son travail comme on a envie de le faire, pour essayer de bien le faire. Donc, besoin d'autonomie qui revient très fort. Et puis, le troisième point qui revient dans les solutions qu'apportent les salariés, c'est le besoin d'un travail collectif. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant parce que quand même, très majoritairement, la manière dont on organise le travail aujourd'hui, il est très divisé et très individualisé. Et donc, je trouve que c'était intéressant qu'on voit que, en fait, la question du collectif venait très fort. On était à une période après Covid, le télétravail s'était beaucoup développé. Et par exemple, dans les interviews, il y a un cadre qui était en télétravail permanent toute la semaine, et qui déjà dans son interview disait que c'était très difficile et qu'il trouvait que même s'il avait des réunions en visio chaque semaine, etc., ça ne suffisait pas à sa manière de bien travailler. Et il m'avait raconté que quand ils avaient de temps en temps une rencontre physique, il m'avait dit exactement textuellement, je règle plus de choses sur mon travail autour d'une tasse de café avec un collègue que quand je suis en visio. Ce cadre-là, d'ailleurs, a démissionné de son travail depuis. C'était plus acceptable pour lui de pouvoir continuer à travailler comme ça en télétravail toute la semaine, alors que c'était lui-même qui l'avait demandé, hein. C'est lui-même qui l'avait demandé. Donc voilà, il est sorti de ça. Donc voilà un peu, donc si je peux dire, les commentaires et
les grandes idées qui sont ressorties de ces interviews. Alors bien entendu, compte tenu de ce que j'avais pu vivre et de ce que j'avais, pu travailler avec vous et avec d'autres, sur les questions du travail, bien sûr, ça m'a amené à développer un certain nombre de réflexions. Alors la 1re des réflexions sur laquelle j'ai voulu venir, je dois préciser que avant d'aborder les réflexions, je dois préciser que mon but, c'était vraiment d'essayer de faire un livre qui soit simple à lire, pas forcément simpliste, mais simple à lire, accessible à tout le monde et notamment Ouais, aux salariés, et accessible bien sûr aux syndicalistes, hein, mais accessible aussi aux salariés, avec la volonté de pouvoir, de les aider à ce qu'ils puissent s'interroger sur ces questions-là. Donc la première des réflexions que j'ai engagées, c'est une réflexion que j'avais eue déjà à l'époque, quand j'avais mes responsabilités à la CGT, c'est le coût économique, que représente ce qu'on appelle le mal-travail. Quand, j'avais mes responsabilités à la CGT, j'ai donc participé à la mise en place du COCT, du Conseil, d'orientation des conditions de travail. C'était à l'époque de Sarkozy et le ministre, du Travail était, Xavier Bertrand. Et quand, Xavier Bertrand avait mis en place le COCT, il avait fait un discours d'introduction où il avait parlé que le mal-travail en France coûtait 4 points de PIB, à l'économie française. Alors 4 points de PIB, pour aller vite, ça représente, en gros, 100 000 000 par an, hein, 100 000 000 par an à l'économie française. Ce qui est quand même pas rien, quand on voit que, par exemple, le trou de la sécurité sociale, c'est 11 000 000 aujourd'hui. Donc 100 000 000 par an, c'est quand même pas rien. Et ce chiffre n'a jamais été contesté et a toujours été, notamment par les secrétaires généraux du COC, qui sont passés les uns après les autres, a toujours été validé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le mal-travail? Il y a bien sûr les accidents du travail et les maladies professionnelles, les maladies tout court, qui viennent du travail et qui sont soit pas déclarées, soit qu'elles se déclenchent, à la retraite, donc après le travail. Et puis il y a toutes les malfaçons, tous les rebuts, toutes ces choses qui ne sont rarement comptabilisées, dans les entreprises ou nationalement, mais qui en fait coûtent beaucoup. Je pense à toutes ces marques de voitures où l'on entend de temps en temps, tiens, Toyota ou Renault a rapatrié 10 000 voitures parce qu'il y avait un problème sur celui. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, on avait fabriqué des trains qui ne passaient pas dans les quais de gare. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Bon, voilà, ce genre de. Voilà, les pizzas Buitoni, la viande de folle, et je vous en passe, et des meilleurs. Les prothèses mammaires PIP. Voilà. Et après, il a fallu réopérer toutes les femmes. Et puis, y compris, bien évidemment, aussi des catastrophes, hein. Je rappelle quand même que les tribunaux ont montré que AZF à Toulouse, l'explosion avait été liée à une organisation du travail en sous-traitance, qui fait qu'on avait sous-traité un certain nombre de produits à déposer, et puis malheureusement ça a explosé. Donc je voulais quand même attirer l'attention sur le fait que ce chiffre-là, n'est jamais abordé publiquement. On n'en entend jamais parler. Alors que donc c'est Xavier Bertrand qui l'avait donné et que depuis il n'a jamais été contesté, et que je pense qu'il correspond à peu près aujourd'hui. Il est peut-être plus important, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand même une donnée importante aujourd'hui quand on nous parle de il faut faire des économies quelque part. Peut-être qu'on pourrait, on pourrait chercher de ce côté-là aussi. Donc voilà. Donc c'était la première réflexion que je voulais engager. La deuxième réflexion, bien sûr, c'était euh, l'idée de ce travail divisé partout, et de cette mise en concurrence des salariés un peu partout. Alors bien sûr, d'abord dans l'entreprise entre les hommes et les femmes,
puisque encore aujourd'hui, les femmes sont payées 25% de moins que les hommes, entre les précaires et les titulaires, et cetera, et cetera. Et puis bien sûr, de manière internationale, avec, l'étranger, avec, l'immigré, et j'en passe et des meilleurs. Donc cette manière d'organiser le travail qui nous met en concurrence les uns les autres, qui divise le travail, chacun de son côté sans qu'on puisse en discuter, les uns les autres. Et donc cette idée de est-ce que quel monde on veut construire, quoi, comment on veut avancer, alors que le travail, à mon sens, a d'abord une dimension anthropologique, c'est-à-dire que c'est lui qui fait humanité. Est-ce que nous n'avons pas à réfléchir à la manière dont on organise le travail aujourd'hui, pour que justement on essaye de vivre ensemble, plutôt que les uns contre les autres, avec tout ce qui se développe aujourd'hui autour des questions de violence, de guerre et malheureusement tous ces trucs-là. Donc voilà, ça c'était la deuxième réflexion que je voulais avoir. La troisième réflexion, je ne vous surprendrai pas, c'était la question de la démocratie. Je suis toujours très surpris, à l'époque j'en avais discuté avec Yves Clos d'ailleurs, je suis toujours très surpris que tout le monde aujourd'hui, maintenant, médias, autres, disent qu'on est quand même dans une démocratie qui est de plus en plus malade. Et je suis toujours surpris que quand on recherche les solutions, on les cherche partout, sauf dans le travail. Comme si on devait avoir une sphère où on ne doit pas avoir de démocratie et où on doit travailler, se taire et exécuter. Et puis une sphère où on pourrait avoir le droit de donner son avis. Alors bien évidemment, c'est pas toujours comme ça, et heureusement dans le travail, on arrive à donner son avis, mais quand même, on voit bien que quand il s'agit de prendre des décisions, la plupart du temps, les décisions, elles sont prises à partir d'objectifs souvent chiffrés, et rarement à partir de la qualité du travail, quoi. Et donc, cette question de la démocratie au travail, de la citoyenneté au travail, je trouve que c'est quand même une question très, très, très importante et qui a des conséquences sur la démocratie politique, la démocratie tout court, quoi. Je pense que ça a vraiment des conséquences là-dessus et qu'on ne peut pas être schizophrène. On ne peut pas nous dire là, vous n'avez rien à dire, et puis après, dans la cité, pouvoir donner son mot. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais Thomas Coutreau avait fait une enquête dans son premier livre, Libérer le travail, à partir, comme c'est un statisticien, à partir d'enquêtes et de recoupements, il s'était rendu compte que, en tendance, bien sûr, hein, pas de manière systématique, mais en tendance, il s'était rendu compte que les salariés qui avaient le moins d'autonomie au travail, qui étaient les plus contraints au travail, étaient ceux qui, majoritairement, soit s'abstenaient, soit votaient Front National. Il avait fait des enquêtes autour de ça. Donc je pense que c'est quand même un enjeu important. Et donc cette troisième réflexion sur la démocratie était pour moi importante. La quatrième réflexion, elle découlait de ma lecture autour de la leçon de clôture d'Alain Supiot, effectivement, euh, sur l'idée de quel monde on veut construire aujourd'hui, quoi. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il y a deux enjeux essentiels qui sont là, hein, qui sont déjà là, mais à venir aussi. C'est la manière dont on fait avec la révolution numérique, qui, me semble-t-il, est aussi importante, sinon plus importante que la révolution industrielle du 19e, de la fin du 19e siècle. Et donc, avec cette idée, est-ce qu'avec le numérique, est-ce qu'avec l'ordinateur, on va être les esclaves de l'ordinateur, ou est-ce qu'au contraire, l'ordinateur va être un outil pour l'homme afin de le libérer d'un certain nombre de tâches, pas forcément intéressantes,
pour que justement il puisse donner toute sa créativité sur d'autres sujets que l'ordinateur ne traitera jamais, que l'intelligence artificielle ne traitera jamais. Donc voilà, ça c'est, pense, un vrai enjeu. Malheureusement, j'ai tendance à penser on est en train de copier l'ordinateur alors que c'est quand même nous qui l'avons construit. Donc ça me paraît assez grave. J'ai vu hier dans Le Monde qu'il commençait à y avoir des classes de seconde qui allaient faire des enquêtes et essayer de voir comment ils pouvaient aller aider les élèves à passer moins de temps sur leur portable. J'ai lu qu'ils passaient 7 heures par jour sur leur portable. C'est voilà, c'est énorme. Donc voilà, donc cet enjeu du numérique et de la manière dont on va le traiter, comme toutes les questions d'ailleurs liées au progrès des sciences et des techniques, c'est comment on va l'utiliser, ça me paraît important. Et puis bien évidemment, le deuxième enjeu, c'est les questions environnementales. Euh, et bon, pour le dire assez rapidement, est-ce que, enfin, en tout cas, moi, à mon sens, on ne réglera pas nos vies et nos espérances de vie sur la planète simplement en consommant différemment. Il va falloir aussi qu'on travaille différemment, qu'on produise différemment. Et donc la question du travail en lien avec l'environnement, elle me paraît essentielle. Et donc c'est, me semble-t-il, les deux enjeux très forts dans la construction du monde à venir, sur lesquels je pense on a besoin de dire des choses. Et donc, bien sûr, comment on peut faire là-dessus. Alors, bien sûr, ma cinquième réflexion, c'est une réflexion sur le syndicalisme. Je ne pouvais pas ne pas avoir une réflexion sur cette question-là. Et pour le dire très simplement, je pense que le syndicalisme, à mon sens, hein, n'a pas beaucoup d'avenir s'il n'est pas sur ces questions du travail. Alors, on a, je ne sais pas si c'est une excuse, hein, mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que tout le syndicalisme, pas que celui de la CGT, hein, tout le syndicalisme s'est construit durant 125 ans ou 130 ans à partir après la révolution, avec la révolution industrielle et avec la création du salariat. Et avec le salariat, la particularité du salariat, c'est la subordination. Donc on est salarié, on a un contrat de travail, on rentre dans une entreprise et on doit faire ce qu'on nous demande de faire. Et du coup, avec le salariat et avec la subordination, la question de l'organisation, du contenu et du sens du travail a été laissée systématiquement à l'employeur. Et le syndicalisme s'est battu durant 120 ans Ouais. pour essayer d'obtenir des compensations à un mal travail en termes de réduction du temps de travail, de départ à la retraite anticipée, de primes d'insalubrité ou de primes liées à la pénibilité, etc., etc. J'en passe et des meilleurs, mais toujours une compensation autour du mal travail, mais jamais en se disant, mais qu'est-ce que nous, on pourrait proposer en termes d'organisation, de contenu du travail. Euh, le syndicalisme ne s'est pas posé ce genre de questions, un petit peu en 68, si j'ai bien vu un peu ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais mis à part ça, le syndicalisme ne s'est pas penché sur cette question. Et en gros, il y a eu un accord tacite, je dirais, entre l'employeur qui doit organiser le travail et le syndicalisme qui va se battre sur toute l'enveloppe autour du travail, le salaire, les conditions de travail, la formation, et j'en passe et des meilleurs. Mais le contenu et l'organisation du travail, on ne s'en occupe pas. Et donc, moi, je pense que le syndicalisme a tout intérêt, et à mon avis, à mon sens, c'est vital pour lui à s'occuper de ces questions-là et à pouvoir donner son avis, bien sûr, bien évidemment, avec les salariés, parce que c'est eux les experts du travail, et c'est pour ça que j'en ai fait mon titre, pour changer la manière de travailler aujourd'hui, afin que les salariés s'y épanouissent, ils soient mieux et puissent mieux travailler et surtout avoir un travail de qualité. Donc
voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de développer autour des questions du syndicalisme, en voyant bien que ça heurte beaucoup. Alors moi, j'ai l'expérience de ça, puisque donc j'ai essayé de le mettre en œuvre quand j'étais en responsabilité. Je continue à aider un certain nombre de syndicats qui l'ont mis en œuvre et qui continuent à le mettre en œuvre, hein. Donc je vois ce que ça donne comme résultat. Et effectivement, c'est très positif pour le syndicalisme. Je vais vous donner qu'un seul exemple, mais cette démarche-là, bien évidemment, j'ai essayé de la mettre en œuvre dans mon propre syndicat à l'hôpital d'Alès et puis dans celui de mon épouse au CHU de Nîmes. Et je peux vous dire que avec l'intervention des salariés, on a modifié des organisations du travail, on a permis des embauches, on a permis des titularisations de précaires, on a modifié vraiment des organisations du travail afin que les salariés se sentent mieux au boulot, même si c'est très compliqué dans la santé. Je ne vais pas vous faire je vais pas vous dire le contraire. Et surtout, donc, le syndicalisme en sort grandi avec beaucoup plus d'adhésion, de résultats, bien sûr, électoraux positifs, etc., etc. Donc, je pense vraiment que le syndicalisme aurait tout intérêt à s'occuper de ça. Mais je dois dire que ça bouscule la pratique syndicale. C'est-à-dire que pour aller très vite, là aussi, on n'est plus des porte-parole, mais on devient des passeurs de parole. On n'est plus des délégués du personnel qui savent et qui vont dire aux salariés voilà ce qu'il faudrait faire, mais on est des délégués du personnel qui vont rencontrer les salariés et qui leur disent moi je ne sais pas, explique-moi ce que c'est que ton travail. Dis-moi ce que c'est. Dis-moi comment tu travailles et comment tu aimerais travailler. Donc les deux questions que j'ai posées. Et donc c'est une démarche complètement différente. Bien évidemment, c'est plus l'avant-garde éclairée qui décide à la place des salariés, mais c'est des syndicalistes qui sont humbles et qui vont à la rencontre des salariés, qui pensent que c'est eux les experts du travail et qui donc, avec eux, vont essayer de construire quelque chose. Donc, inutile de vous dire que tous les syndicats n'acceptent pas de faire ce genre de truc, mais quand ça se fait, moi, je trouve que ça a une certaine efficacité. Voilà, et pour terminer, je dirais que j'ai été quand même assez agréablement surpris du petit impact qu'a eu mon livre, mais en tout cas, dans la CGT, alors que donc ça fait 4 ans que je suis à la retraite, j'ai été sollicité pour aller à la rencontre de syndicats un peu partout. C'est pour ça que je suis aujourd'hui à Mont-de-Marsan, dans les Landes, et que ça continue, alors que ça fait 1 an que j'ai sorti mon livre. Et puis j'ai été sollicité aussi par quelques hommes politiques, pas beaucoup, hein. J'ai été sollicité par le député communiste Pierre Darville de Martigues, qui essaye de faire une loi sur le travail en ce moment. Et puis j'ai été sollicité par François Ruffin, qui a été le rapporteur de la branche AT-MP à l'Assemblée nationale lors du, du projet de loi sur les finances de la sécurité sociale, et qui donc, avec ce rapport, a fait un livre qui s'appelle Le mal-travail, d'ailleurs où il cite mon livre. Donc voilà, j'ai eu cette surprise-là, je ne m'attendais pas à ce que les politiques puissent s'accaparer de ça, parce que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant, ça les intéressait pas. Ils étaient plus sur les questions d'emploi que sur les questions du travail. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger. L'autre fois, on m'a dit qu'il y avait un député socialiste belge qui avait écrit des choses aussi sur les questions du travail, mais je ne connais pas son nom. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger. En tout cas, quand moi, ce que je peux voir au-delà de mon livre, c'est que quand même, à la fois après le Covid, après le mouvement sur les retraites, où 75% de gens ont dit, et quels que soient les débats, et quel qui ait pu être dit par le gouvernement ou par les médias, ça n'a pas bougé, ça a toujours été 75% de gens qui disaient 2 ans de plus, pas question. Ça,
c'est bien que ça posait un certain nombre de problèmes sur les questions du travail. Et puis, je vois bien aussi, même si le phénomène n'est pas aussi fort qu'aux États-Unis, que quand même les questions de démission, notamment chez les jeunes diplômés, parce que ceux qui ne sont pas diplômés, c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais chez les jeunes diplômés qui peuvent donc du coup retrouver un boulot, 3 ou 4 mois après, ces questions de démission viennent fort. Et notamment, alors moi je le vis très, très, très concrètement, dans la fonction publique hospitalière, hein. Je tiens à vous le dire. Vous voyez, par exemple, au CHU de Nîmes, il y a 6 000 salariés. L'année dernière, il y a 350 infirmières et infirmiers qui ont démissionné. Ouais, on peut toujours dire qu'il faut licencier les fonctionnaires, hein, mais ils ont déjà ils ils ont déjà décidé de quitter la fonction publique, hein, c'est pas la fonction publique qui les retient, hein. Donc c'est significatif quand même de quelque Ouais, chose. ouais, Ça veut dire 5 du personnel, qui a démissionné l'année dernière, c'est quand même gros, quoi. Et j'ai cru comprendre que dans l'éducation nationale, c'était à peu près pareil. ouais. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, bah, écoutez, après, donc vous voyez, j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc mon livre était terminé, en juillet 2022 et j'ai mis 1 an pour arriver à le faire éditer, puisqu'il est sorti en juin 2023, parce que je ne savais pas comment fonctionnaient les maisons d'édition et j'ai été, très surpris. Mais bon, voilà, j'y suis parvenu et je dois dire que j'ai été très, très, très content. Bon, bien sûr que Bernard Thibault me fasse la préface, mais ça, c'était pas trop difficile. Mais effectivement, qu'Alain Suppiot accepte de me faire la postface, j'ai toujours encore des relations. J'avais travaillé avec lui quand j'étais à la CGT et j'ai toujours encore quelques relations avec lui. Donc, j'étais vraiment très, très heureux et très fier qu'Alain Suppiot puisse me faire la postface. Voilà, je maintiendrai là. Merci, Alain. Alors, euh, moi, je trouve que c'est très positif que ton livre est un écho qui peut signifier peut-être un frémissement sur ces questions-là. Euh, Je l'espère. ouais. Moi, je peux lancer une première question, mais après, qui est, est-ce que tu vois un frémissement dans les entreprises? Tu perçois un frémissement dans le monde syndical, qui effectivement, c'est toujours quand même beaucoup plus intéressé à l'emploi, aux qualifications, qu'aux questions vraiment du travail, enfin, ou ceci de façon plutôt marginale. Est-ce que tu as des exemples ou des témoignages dans des entreprises où un frémissement sur cette prise en compte du travail pourrait intervenir ou intervient en ce moment? Alors, moi, maintenant, à la retraite, j'ai plus beaucoup de relations avec les entreprises. Bon, j'ai des relations donc avec un certain nombre de syndicats, puisque je suis sollicité, de syndicats CGT, puisque je suis sollicité là-dessus. Moi, bon, il me semble que dans la CGT, j'avais très peur que ça soit complètement abandonné, cette démarche-là. Il Mm. me semble que c'est en train de revenir, donc tant mieux. Dans les entreprises, moi je pense que, enfin, quand j'étais en responsabilité, moi j'avais perçu qu'il y avait un certain nombre de DRH, de patrons qui percevaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, quoi, hein, par rapport à ça. Après, que ce soit majoritaire, moi ce que j'avais vécu, c'est qu'il suffisait qu'un DRH qui perçoive ce genre de truc parte et aille ailleurs pour que pour que tout s'effondre malheureusement, quoi. J'ai vécu une alors je dois vous dire que, l'IRES, donc l'Institut de recherche, d'économie sociale, à la demande de la CGT, est en train de faire une enquête, sur tous les syndicats CGT qui ont essayé de mettre en œuvre cette démarche, pour savoir où ça en est. Donc ils visitent, un peu partout en France un certain nombre de syndicats. Je ne savais pas qu'il y en avait autant qui l'avaient mis en œuvre. Donc vous voyez, je suis surpris. C'est notamment Thomas Coutreau et Coralie Pérez qui sont sur ça, mais pas que, il y en a d'autres, il y a d'autres chercheurs qui sont là-dessus. Et ils sont en train de mener l'enquête et ils sortiront un rapport en 2025. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai eu une expérience un peu extraordinaire quand j'étais en responsabilité. Les copains de la CGT d'Ilrom, alors Ilrom, c'est une entreprise américaine qui fait les matériaux et notamment les lits médicalisés de tous les hôpitaux.
Ilrom, c'est une usine, donc il y a une usine en France, il y en a d'autres à l'étranger, hein, puisque c'est une entreprise américaine, mais il y a une usine en France à Auray, à côté de Lorient, en Bretagne. Et donc moi, à l'époque, les copains de la CGT, qui étaient très, très, très largement majoritaires dans cette entreprise, m'avaient fait venir en me disant: «Raconte-nous ton histoire sur le travail». Donc je leur avais raconté mon histoire. Ensuite, on avait mangé ensemble et il m'avait dit: ben, d'accord, on a compris, on te rappellera. Bon, je m'étais dit, ça n'a pas bien marché, j'ai pas dû m'expliquer correctement. Et puis, 6 mois après, il m'avait rappelé. Et là, il m'avait dit: ben, on est prêt, reviens nous voir. Bon, il se trouve que non seulement la CGT était très majoritaire dans cette entreprise, mais le directeur de l'entreprise était un ancien cadre de l'entreprise qui était passé directeur et avec qui j'ai pu discuter après. Et donc, je me suis retrouvé dans cette entreprise un beau matin. Et bien, le directeur, il avait libéré tous les salariés, les 350 salariés, pour discuter des questions du travail. Il leur avait donné toute la matinée pour discuter avec la CGT et moi-même sur les questions du travail. Donc j'avais été très surpris par ça. Donc on s'était retrouvé à 350 dans un hangar immense avec 350 chaises, etc., etc. Et donc on avait essayé d'enclencher le débat là-dessus, notamment à partir des 2 questions, mais ça n'avait pas marché du tout. Et heureusement, au bout de demi-heure, il y a un salarié qui s'est levé et qui a dit: «Écoutez, ça ne peut pas marcher, il faut qu'on divise notre groupe en 3 et qu'on discute chacun en 3 parties parce que là, 350, c'est trop». Et il précise, il dit: «Mais attention, on se divise en 3, mais il n'y a pas les ingénieurs d'un côté, les ouvriers de l'autre et l'administration de l'autre côté. On se mélange, parce qu'il faut que chacun sache ce que fait l'autre». Et donc ils ont engagé les discussions et tout. Et alors là, c'est parti. Et ils ont passé effectivement toute la matinée à y réfléchir sur la qualité du travail, puisque l'objectif, c'était celui-là. Et bien sûr, à trouver des solutions pour améliorer la qualité du produit qu'ils avaient à faire. Et l'après-midi, donc ensuite on est allé manger, mais l'après-midi, avec les délégués CGT, je suis allé rencontrer la direction qui m'attendait et qui me dit: «Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution et qu'est-ce qu'il y a à mettre en œuvre?» Et donc la direction qui était décidée à mettre en œuvre ce qui avait été évoqué le matin. Donc c'est quand même, c'est quand même assez étonnant. Et j'ai découvert que c'est Thomas Coutreau qui m'a informé de ça, puisqu'il est retourné il y a 15 jours dans cette entreprise. Mais j'ai découvert que cette pratique-là, il continue à la faire depuis. C'est-à-dire que chaque année, au moins une fois par an, ils réunissent tous les salariés pour essayer de discuter de la qualité du travail. Et je me rappelle que le directeur de l'entreprise m'avait dit à l'époque, pour être compétitif, bon, il était dans une boîte américaine, il me dit: «Moi, vis-à-vis des Américains, la seule réponse que je peux leur donner en termes de compétitivité, c'est la qualité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la qualité du travail». Donc voilà, il semblerait, d'après ce que j'ai compris, mais je n'ai pas encore les informations, mais il semblerait donc qu'il continue sur cette démarche-là. Mais sinon, je ne sais pas plus. Je dois avouer que maintenant, à la retraite, j'ai aussi un peu d'activité pour moi. Mais c'est aussi une question parce que les entreprises pensent plutôt sur les questions du reporting, ce que tu pensais mentionnais sur la question du temps qui s'accélère. Enfin bon, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Enfin, peut-être qu'après, on peut repartager cette question En, tous ensemble. en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu dans les interviews, j'ai pas quand même le sentiment que ce soit des choses qui soient prises en compte, quoi, hein. Vraiment, je sentais très fort cette idée de courir en permanence, de ne pas avoir le temps de réfléchir à son travail. Elle est venue très, 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 très fort dans les interviews. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Ou intervenir directement. Oui, 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 on peut débattre, hein, tout simplement, hein. Oui. Alors, il y a des représentants de la CFDT aussi sur l'écran, là, enfin, en tout cas, voilà. La question des syndicats sur ces sujets-là, elle est majeure. Parce qu'effectivement, d'abord, tu as dit que ce serait peut-être une condition de préserver leur avenir. Euh,
Et comment est-elle envisagée dans d'autres syndicats? Enfin, voilà, j'ai une question. Alors, moi, l'expérience que j'ai eue quand j'étais en responsabilité nationale à la CGT, c'est que sur ces questions-là, on arrivait à discuter, effectivement avec la CFDT. À l'époque, c'était, j'ai perdu son nom maintenant, Hervé Garnier, qui était Ah oui, tout responsable à fait. des questions du travail à la CFDT. Et moi, je pense qu'on avait, on était bien branchés sur ces questions-là. Par contre, c'était beaucoup plus difficile avec les autres organisations syndicales. J'ai un collègue de la FSU retraité qui participe souvent à nos réunions quand je fais des réunions téléphonées, etc., qui s'appelle Yves Bonnet, qui est à la retraite et qui me disait j'y arrive pas dans la FSU. FO avait beaucoup de difficultés à penser que les salariés pouvaient être experts de leur travail. Ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient se faire déposséder de leur rôle de délégué du personnel avec une démarche comme ça. Donc moi, c'est effectivement avec la CFDT que j'arrivais à travailler le plus. Je dois dire que comme j'ai un peu de temps à la retraite, j'ai le temps de beaucoup lire maintenant. Et de ce que j'ai lu du livre de Laurent Berger avant qu'il parte, il est quand même que sur ces questions-là, quoi. Et lui aussi, il dit que ces questions du travail, elles sont importantes, quoi. Donc voilà, c'est pas étonnant. Je pense que sur ça, on a les moyens de travailler ensemble. J'ai cru comprendre quand même que Sophie Binet était assez sur ces questions-là aussi, donc tant mieux, tant mieux. Marussia, vas-y, prends la parole. Oui, bon, Marussia Kravec de la CFDT. Alors, je suis désolée, je suis sur mon téléphone, c'est pas très Grave. confortable. C'est pour ça que j'ai hésité à intervenir et je vous prie de m'excuser si ça coupe. Mais effectivement, hein, je partage ce qui vient d'être dit. C'est vrai que le dialogue professionnel, c'est le terme qui est aujourd'hui privilégié au niveau de la CFDT, en tout cas, quelle que soit la terminologie et les formes, au-delà du livre de Laurent Berger qui effectivement traite de cette question et vraiment au cœur des préoccupations de la CFDT, c'est dans notre résolution et c'est porté. Pas plus tard qu'hier encore dans le cadre de la négociation sur le pacte de la vie au travail, hein. C'était une demande très forte de notre organisation, pas forcément partagée par toutes les autres organisations, je confirme aussi, hein. Il y avait, bon, clairement FO qui se positionne en opposition, en partant du principe que, finalement, que c'est le dialogue social qui prime et que, alors que nous, la posture qu'on défend, c'est au contraire, comme ça vient d'être rappelé, hein, que, le dialogue professionnel peut, totalement, alimenter le dialogue social et vice versa d'ailleurs. Marussia, Hem, pardon, ouais, il y a eu un blanc, mais c'est pas grave. pardon? Il y a eu un petit blanc, mais c'est bon, allez-y, allez-y. Ah pardon et alors après il y a la question de la mise en œuvre effective dans les entreprises et c'est clair que là tous les syndicats sont pas forcément, au même niveau. Il y a quand même une convention collective, hein, celle de la métallurgie aujourd'hui qui traite du dialogue professionnel, explicitement, qu'il a intégré dans sa convention collective donc ça c'est il me semble que c'est la première convention collective à avoir plusieurs articles sur cette question du dialogue professionnel, de l'écoute des travailleurs. Donc on sent quand même que ça, que c'est un sujet qui prend de l'importance. Après, pour, revenir aussi sur, enfin moi il me semble, moi avant d'être à la CFDT, j'ai travaillé à l'ANACT et Ouais. donc j'ai beaucoup accompagné de démarches d'espaces de discussion sur le travail. On parlait pas de dialogue professionnel à l'époque, spécialement, mais en tout cas, ça revenait au même. L'idée, c'était en effet de faire parler, de permettre aux travailleurs de s'exprimer sur, le travail, la qualité du travail, de proposer des solutions, et moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu, bah, enfin,
en tout cas, ce que j'observe historiquement, c'est qu'il y a eu après 2013, après l'année 2013, un regain d'intérêt sur les questions du droit d'expression des travailleurs et donc sur la mise en place d'espaces de discussion sur le travail. Ça les a remis sur le devant de la scène. Et puis il y a eu à nouveau une période de creux et là on sent un peu une nouvelle, un nouvel intérêt autour, du dialogue professionnel, aussi dans la continuité des assises du travail, hein, où il y avait une proposition de recommandation, d'intégrer, l'écoute des travailleurs comme 10e principe de prévention des risques. Donc, ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui peut, contribuer à encourager la mise en place de dialogue professionnel, dans les entreprises. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Merci. Merci. Christian, Bonjour Christian Guibert, moi je suis au conseil d'administration d'ITMD, puis j'organise avec d'autres personnes le colloque de Cerisy du mois de juin sur la question du travail. Juste, premièrement, merci, parce que c'était vraiment tout à fait intéressant. Mais deuxièmement, moi j'ai une question c'est marrant parce que vous ayez la discussion conjointement avec la CFDT dans la réunion, parce que je sors d'une réunion avec la CFDT sur ces questions-là. Ce qui veut vraiment dire que la question est là. Par contre, moi, ce que je pense, alors, ça va peut-être vous apparaître un peu cavalier, ou en tout cas un peu polémique, c'est que ça date d'avant le 19e. On met tout ça sur la question du salariat et du contrat, mais ça date du 16e. D'ailleurs, le terme travail apparaît au 16e. Et en fait, d'où ma question, hein. Moi, je pense qu'une des difficultés qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, c'est qu'on est tellement pris par la séparation entre conception et exécution qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et j'ai même fait la remarque d'ailleurs à quelqu'un l'autre fois en lui disant, mais c'est pas le travail qui est malade, c'est la conception. Alors, ça ne veut pas dire que le travail n'est pas malade en même temps, mais j'ai presque envie de dire, par ailleurs, ça pose la question des organisations syndicales qui, effectivement, à partir du 19e, se mettent sur un social à côté du travail, pas dans le travail. Et donc, il y a un vrai oubli de la question du contenu du travail. Et moi, je pense que, y compris les organisations syndicales, se sont laissées prendre là-dedans. C'est-à-dire qu'elles ont accepté un compromis. Vous gagnez un peu plus d'argent. C'est le $5, le $5 fordien, quoi. C'est vous gagnez $5 par jour, mais donc vous pouvez consommer, mais vous faites ce qu'on vous dit, quoi. Donc c'est plus des questions d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai travaillé sur ces questions-là pendant 45 ans dans plusieurs boîtes, là, au niveau des directions d'entreprise, hein, pas du côté des organisations syndicales. J'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait aller vers ça. J'ai fait mon 3e cycle, moi, sur la démocratie industrielle en Suède, en 75. Ils étaient déjà là-dessus, hein. Ce qui est impressionnant, c'est le recul Il nous fera à qu'il manger. y a par moment. Parce que dans les années 75, 80, 85, effectivement, il y avait des tas de réflexions sur la question. Ça a disparu, ça revient aujourd'hui. Et moi, ma question, c'est comment ça se fait que ça ne percole pas, quoi. Ouais. Alors, moi si je. Alors, Alain, tu veux répondre? Oui, sur compromis fordiste, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, le syndicalisme, on a laissé ça à l'employeur et on ne s'est pas préoccupé du contenu et de l'organisation du travail. Bon, après, pour X raisons, mais en tout cas, moi, je partage ça. Après, moi, ce que j'avais perçu, mais alors, je ne suis pas historien, hein, c'est quand même que quand on avait des artisans, des tâcherons, etc., eux, ils maîtrisaient le contenu de leur travail. Ils venaient faire une tâche particulière, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, et donc, à partir de là, ils le maîtrisaient. Et moi, j'ai le sentiment que le passage au salariat a dessaisi le salarié de ce contenu du travail. D'ailleurs, j'ai lu Daniel Linhart sur l'insupportable subordination, un truc comme ça, son livre, où elle explique, moi je sais,
encore une fois, là, je dis ce que j'ai lu, elle explique que Taylor, non seulement, il n'a pas seulement fait une organisation scientifique du travail, mais il a cherché aussi, en faisant cette organisation scientifique du travail, à déposséder le salarié du contenu de son travail. C'est-à-dire qu'en gros, la réflexion de Taylor, c'est de dire, quand le salariat se met en place, les patrons, le salarié, l'artisan qui arrive, il dit, il me faut 3 heures pour faire cet objet. L'employeur en face, si l'artisan lui dit il faut 3 heures, il croit l'artisan. Et Taylor se dit, ils doivent tricher. Et donc, il observe le travail pour donner une autre organisation du travail plus scientifique, etc., etc. Mais en même temps, du coup, il dépossède le salarié du contenu de son travail. Et je pense qu'effectivement, c'est une donnée qui a marqué le syndicalisme durant toute la période et qui nous pose problème. Pour répondre à la copine de la CFDT, à l'époque de la négociation sur la QVT, puisque moi je l'ai faite avec Hervé Garnier, on l'a fait ensemble, on avait proposé que on attribue 3 heures par mois sur le temps de travail aux salariés entre pairs pour discuter de la qualité du travail, que sur la qualité du travail. Le thème, c'était qualité du travail. Donc, on attribue 3 heures par mois aux salariés pour qu'ils puissent discuter sur la qualité du travail et 3 heures de plus avec le N+1 et le délégué syndical, de manière à ce qu'on puisse décider, une fois qu'on a déterminé collectivement quelle qualité du travail on voulait essayer de parvenir d'accomplir, comment on pouvait décider par rapport à ça. Alors, bien évidemment, dans la négociation, ça n'a pas passé. Mais je dois dire que j'avais discuté en aparté à l'époque avec le représentant du MEDEF qui m'avait très clairement dit que ça, ils n'accepteraient pas, mais qui m'avait dit je comprends tout à fait ce que vous voulez essayer de mettre en œuvre, je perçois ce que vous voulez faire, quoi, et je trouve que c'est pas idiot. Mais bon, voilà, ça en était resté là, quoi, et on n'avait pas pu aller plus loin. Mais effectivement, et là, effectivement, de la même manière, on avait vu, alors en gros, ce qu'on avait proposé, c'était de retravailler le droit d'expression des salariés des lois Auroux, quoi, mais sur la qualité du travail. Et donc, à l'époque, Force ouvrière, effectivement, n'était pas du tout sur ça, parce que, ce que je peux comprendre, parce que c'est aussi le cas à l'intérieur de syndicats de la CGT, ils avaient le sentiment que de donner la parole aux salariés, c'était se déposséder de leur activité de délégué syndical. Et bon, voilà, moi je pense que ça, c'est pas le cas, mais c'est un débat dans le syndicalisme, encore une fois. Est-ce qu'on est porte-parole ou est-ce qu'on est passeur de parole? Voilà, c'est une vraie question. Alors, Kerouas, vous allez prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Bon, je vais mettre la vidéo, mais voilà, il y a du soleil. Alors, je suis dans le sud, hein, région PACA, même si notre président de région, il n'aime plus l'acronyme, donc région sud. Je vais profiter qu'on a Dominique Baucher, qui est médecin du travail, CFDT. Je suis CFDT. À ce titre, j'ai pas mal de mandats, avec la particularité que j'ai souhaité d'être transversaux, CPRST, CROC, plusieurs mandats dans les SPSTI, et c'est là que j'en viens. La question de la santé au travail, qui est un élément particulièrement intéressant, au moins en termes d'indicateurs. Et je rebondis sur l'intensification, peut-être que tu l'as dit, Alain. Je suis aussi un salarié de Vinci Autoroute, et c'est un bon exemple de cette intensification. Vous le savez tous, et je vais vous donner l'élément, hein, parce qu'il il vaut le coup. Au fur et à mesure de la disparition des receveurs en cabine, j'avais fait
un dossier sur la pollution. D'ailleurs, il y avait même eu un documentaire Arte, LCP, s'appelait Diesel, le scandale français. À l'époque, ma section s'était battue pour qu'on puisse faire reconnaître que d'exposer des salariés à des CMR enfin reconnus catégorie 1 à partir de juin 2012 par le CIRC. Je suis un peu technique, mais c'est obligatoire. On avait eu beaucoup de mal à faire en sorte que ces salariés, au fur et à mesure de l'automatisation, ne restent pas exposés, et notamment aux particules diesel. Voilà. Donc, la direction, après un long combat qui m'a amené en cour de cassation sur ce sujet, est venue me voir, me disant, vous voyez, Pierrois, ça y est, les salariés maintenant, ils sont protégés, ils sont dans des salles en télétravail, et donc tout va bien pour eux. Alors je leur ai dit, mais certes, sur ce premier volet de prévention, ok, mais sur la charge mentale, mais qu'est-ce que vous me dites, ils sont au chaud l'hiver, au frais l'été. Et j'ai dit, mais non, avant, quand un receveur faisait ses 8 heures, c'était un panel de personnes, grosso modo 100 personnes à l'heure. Je dis, aujourd'hui, ce même salarié, il ne va traiter que des problèmes. Et alors là, on voit bien, c'est dommage, Vinci, mais c'est pas du tout son style, il aurait pu passer par l'ANACT pour avoir un ordre d'idée d'un plan d'organisation avec la prévention. Et tout ça, il l'aurait eu en disant, attention, la charge mentale de ces salariés qui ne vont gérer plus que des problèmes à chaque appel va faire que on va les mettre en burn-out. Bon, ça c'était sur l'exemple de l'intensification. Et je dis Vinci parce que vous le savez comme moi, les sociétés d'autoroute, c'est un jackpot. On peut, eux, leur imposer des notions de prévention et d'organisation du travail avec les moyens financiers qu'ils ont, mais ils s'en foutent. Voilà. Et cet élément-là. Ensuite, je reviens, bon, la CFDT a quand même fait pas mal de choses sur la question du travail. Une grande enquête, c'était Parlons Travail, qui a mis en avant, Alain, tout ce que tu as dit dans ton livre, la question organisationnelle. Mais force est de constater que nous avons une volonté politique macroniste, et avant même qu'il soit président, s'emmerder avec les partenaires sociaux, pourquoi faire? Et cette disparition des CHSCT, et je suis mon fil, vous allez comprendre, quand tu dis, et cet élément-là, il est important, quand Xavier Bertrand te dit le mal-être, c'est 4% du PIB, mais on a notre responsabilité parce que CGT, CFDT, Coop, puisque tu étais à l'instauration de cet élément-là, on signe quand même des années. Je reviens sur le fonctionnement des services de santé au travail, qui sont ce premier thermomètre, puisque le travail, c'est ce qui réunit tout le monde. Et s'il y a bien un lien où c'est que normalement, syndicalistes et patrons, on peut travailler ensemble, c'est-à-dire un salarié, c'est les exemples que tu as donnés, s'il est bien dans son travail, il va être productif. Quel est le résultat des membres de commissions de contrôle, des membres de conseils d'administration, parmi les organisations syndicales salariées, qui prennent l'importance que d'être dans ces éléments-là? Puisque tu as été avec Hervé Garnier, vous avez sur la loi de juillet 2011 qui a amené les décrets et qui a fait les premières commissions de contrôle dans les services de santé au travail. Cet élément-là, fondateur, n'a pas été suivi d'effet à la mesure de ce que vous avez prévu sur cette loi de juillet 2011. Et aujourd'hui, on a toujours cette problématique. 2 milliards, c'est ce que la Commission nationale de sous-évaluation des AT-MP, elle donne comme chiffre que le contribuable y paye sur les AT-MP, accidents du travail, maladie professionnelle, qui échappent à la caisse de l'employeur et que c'est la sécurité sociale qui paye. Cette même commission... Est-ce que vous pouvez aller à votre question? Pardon de vous, parce que voilà, s'il y a plusieurs mains qui se lèvent, excusez-moi, mais... C'est pas la question, c'est non, c'est le commentaire. Mais... Voilà, oui. Cet ensemble d'éléments reconnus par tout le monde fait qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire, puisqu'il semblerait que l'organisation du travail, nous n'ayons pas les moyens de démontrer qu'elle coûte plus que elle nous fait gagner. Et c'est pour ça que je parle sur les éléments qu'il dit, 4% du PIB,
ce chiffre-là est important et les médecins du travail ou tous ces services pourraient démontrer, eux, le mal-être au travail et ce que ça coûte à la Sécu. Bien Et sûr. votre le lien. question, c'est comment démontrer combien ça coûte, ou comment démontrer comment ça coûte. Ben, c'est que ces éléments et tous les rapports, ils les ont. C'est pour ça que je vous parle de la Commission nationale de sous-évaluation des AT-MP. Les partenaires sociaux, là, se Bien sont sûr. réunis pour faire un accord national sur les AT-MP, mais à chaque fois qu'on se réunit, ben, c'est au détriment des salariés. D'accord. Et c'est pour ça que je suis un peu pessimiste. Merci, Kawas. On va passer la parole à Catherine Arnaud. Oui, bonjour à tous. Merci Alain pour ce livre qui nous manquait. Parce que là, on a ce recueil de paroles authentiques à propos du travail, de ceux qui travaillent. Moi, la question, je, je dirais les questions de rencontre sur le travail. J'ai eu à le mettre en œuvre il y a très longtemps, entre les années 2000 et 2010, avec des grandes entreprises, que ce soit du monde industriel, bancaire, etc. Donc il y a 4-5 expériences que j'ai menées. Je dois dire qu'à l'époque, c'était en réponse à des appels d'offres et c'était l'engagement et l'engagement total de l'équipe des RH dans la mise en œuvre de ces actions. Les RH et je dirais l'équipe entière et qui jouait un rôle important. Alors je dois dire qu'à l'époque, les syndicats nous regardaient, enfin me regardaient d'un air très sceptique se disant, mais d'autant plus que ces actions étaient prises sur des budgets formation et que ce que l'on proposait, c'était pas une formation à contenu, puisque le contenu était, donc ce qu'on disait à l'époque, était porté par les gens eux-mêmes et que le contenu était le travail quotidien. Bon, je peux témoigner aussi d'expérience dans une grande boîte américaine qui fabrique des outils informatiques, où là aussi, il y a eu une expérience à l'époque hein, très, très positive, mais je dois dire que je pense qu'il y avait la culture américaine sur le travail, et la culture américaine aussi syndicale est différente et joue beaucoup, et plus ouverte par rapport au travail que chez nous, j'ose le dire, avec d'autres témoignages que je peux observer. Mais moi, je revenais sur le problème, un problème qui est au fondement d'ITMD, qui est celui de la controverse, qui a été un problème, bon, je dirais historiquement dans ITMD, quand nous avons mené, qui a été au fond de nos échanges, discussions, pour pas dire disputes, à propos, à propos de manière de faire, qui a été l'expérience picarde. J'ose encore en parler parce que toi, tu travaillais déjà avec nous et où la controverse était le fond du problème. Dans quelle mesure, dans quelle place de la controverse y a-t-il dans le dialogue, dans le rôle, euh, dans le rôle justement de faire exprimer les personnes sur le travail et de les faire échanger entre elles. On sait combien nous, ça a été difficile et difficile d'arriver au bout du problème. Je rappelle, c'était une expérience de la RACT, d'ITMD à RACT du Nord et l'UPJV, Oh, l'Université du Verne. Voilà. merci, Catherine. Donc, Nationalement, bien évidemment, oui, on a essayé de faire des choses. Moi, je pense notamment, on a modifié avec la CFDT le fonctionnement du COCT. On a élaboré
toutes les organisations syndicales ensemble, le PST3 à l'époque, maintenant on est au PST4, mais à l'époque, c'est nous qui l'avions élaboré, etc. Mais effectivement, après, dans le suivi et dans la mise en œuvre, on s'est heurté à des tas de choses qui font que malheureusement, ça ne se met pas en œuvre. Moi, dans la pratique syndicale, pour arriver à faire bouger des choses, et ça renvoie à ce que disait Catherine, l'idée vraiment, la démarche revendicative qu'essaye de mettre en œuvre la CGT à partir du travail, c'est de ce que disait Yves Clos, c'est de permettre la dispute entre salariés sur la qualité du travail dans un service, dans un atelier, etc., etc., et qu'à partir de là, on essaye d'avancer sur des solutions concrètes pour améliorer la qualité du travail. Moi, j'ai tendance à dire, quand je rencontre les équipes CGT, je leur dis, c'est comment on va faire en sorte que le travail réel, il envahisse le CSE. Il faut que Et ça, dans la c'est la réunion, question. C'est voilà, toute la dans la question. réunion du CSE, il faut qu'on parle du travail réel. Il ne faut pas qu'on parle Absolument. d'autre chose. Et en tout cas, les organisations syndicales doivent porter ça, le travail réel dans le CSE. Parce que si on est sur les chiffres comme le font les employeurs, voilà, on va se disputer sur les chiffres, mais après, ça amène quoi? Donc, je pense que la Alors, question essentielle, c'est comment on va amener le travail réel dans la discussion au niveau du CSE. Alors, je voudrais Jean-Pierre, juste Attends, ajouter que Catherine, vis-à-vis des Catherine, syndicats, à l'époque, quand excuse-nous. on commençait, évidemment, on y Catherine, discutait, mais que justement, l'appui des syndicats, le développement, c'était peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on avait du mal, enfin, de oui, pérenniser l'action parce qu'on ne s'appuyait pas suffisamment. Et je dirais qu'en tant que consultant, on a à réfléchir à la manière dont on met en place ces actions et à, et à discuter bon, oui. avec vous, justement. Merci, Et Catherine. alors, On va voilà, laisser la Catherine, parole je veux dire, à pardon, si au Jacques début, nous, Rollin. ce qu'on je rencontrait, soutiens c'était du Jean-Pierre pour scepticisme, que, alors, Jacques d'autres Rollin, personnes veulent vas-y. parler aussi. Allez-y. Jean-Pierre, vas-y. Qui... Voilà, Jacques Rollin, vas-y. Sabrina, allez. Non, non, Vous Jacques attendez Rollin. Sabrina. Non, non, ça, Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Mais je vous remercie déjà alors à l'ITMD pour l'organisation de la rencontre et puis à Alain pour son témoignage. Je peux peut-être me présenter rapidement. Je suis ingénieure dans une usine de microélectronique. J'ai été secrétaire CHSCT et puis je suis sociologue maintenant. Voilà, donc j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis complètement convaincue du bénéfice de la parole sur le travail entre les salariés et puis animée par les syndicalistes, que ce soit la CFDT ou la CGT d'ailleurs. Et je voulais, vous avez souligné en fait voilà, combien les salariés étaient intarissables quand il s'agit de parler de leur travail. Donc ça, je l'ai constaté aussi à travers des interviews. Et vous avez évoqué une proposition que vous aviez faite que je trouve très intéressante vis-à-vis du fait d'attribuer 3 heures par mois aux salariés pour discuter entre pairs et ensuite 3 autres heures pour discuter avec le N+1 et le délégué syndical. Et pourquoi je trouve ça très intéressant? Parce que dans notre usine, justement, la direction a très bien compris que les salariés avaient envie de parler de leur travail et ça a été c'est utilisé en fait pour la mise en place de groupes de lignes. Donc en fait, c'est comme les salariés n'ont pas la parole par ailleurs, finalement, c'est à travers ce travail sur le Lean que les salariés ont été amenés à discuter de leur travail. Donc, ils ont pris ça très à cœur et finalement, ils sont un peu devenus leurs meilleurs ennemis puisqu'ils ont fini par proposer un certain nombre de choses qui réduisaient leur marge de manœuvre et qui finalement contribuaient à intensifier leur propre travail. Donc, voilà, quand j'étais secrétaire du CHSCT, j'essayais de demander que ce qui était mis en place dans ces groupes de ligne soit rediscuté quelques temps après pour que les salariés puissent évaluer ce qu'ils avaient eux-mêmes demandé
comme changement et qui, bien sûr, avait été mis en œuvre dans ce cas-là. Voilà. Et du coup, juste, je voulais insister sur le fait que la formation à ce qu'est le travail est vraiment importante et fait défaut, en fait, que ce soit auprès des salariés comme auprès des encadrants qui n'ont pas connaissance de ce qu'est le travail et qui, de ce fait, peuvent être amenés à faire des propositions qui malmènent les personnes, en fait, et qui malmènent le quotidien de travail. Voilà, donc d'où C'est une l'intérêt très bonne d'avoir remarque. Oui, je pense. Merci. La formation à ce Voilà. qu'est le travail, Oui. identifier ce qu'est le Exactement, travail. d'où l'intérêt aussi du livre d'Alain que je vais lire. Absolument, absolument. Et Allez, merci Alors, à vous. on va parce que laisser la parole on à termine Jacques à, Rollin. on termine à 20h, il est Jacques Rollin et 19h60. Dominique Baucher. Voilà. Et Pierre Papon qui me dit que ton micro est tombé en rade, peut nous mettre une question sur le chat. Ou D'accord. tu me l'envoies par SMS, Pierre. Vas-y, Jacques. Oui, bon, bonsoir Alain, Bonsoir. bonsoir à tous. Bon, là, je vais intervenir en tant que quelqu'un qui est éloigné du travail depuis longtemps, hein, puisque je suis retraité, hein, et donc je ne vais pas donner des éléments sur ce qui se passe au travail aujourd'hui parce que bon, je ne connais pas directement. Je suis retraité. Je salue d'ailleurs les personnes que je vois, que j'ai côtoyées dans ma vie professionnelle, toi bien sûr, mais d'autres que j'ai côtoyés et qui se sont exprimés, je suis vraiment heureux de pouvoir les retrouver ce soir, hein. Bon, et j'espère qu'on pourra s'y retrouver longtemps. Je vais me cantonner à essayer de parler juste un petit bout sur le syndicalisme, parce qu'on a l'impression qu'on le prend, le syndicalisme, que franco-français. Mais là, j'ai ma bibliothèque à côté. En 2012, hein, Bruno Trentin, il a sorti La Cité du Travail, qui est qui fait l'État sur le syndicat, entre autres, autant que je me rappelle, hein, sur la manière dont ça a été pris, le syndicalisme, le rapport au travail en France, et comment ça a été pris en Italie. Il y a un moment que je ne l'ai pas lu, mais en fait, je sais qu'il y a une assez grande différence. Et, et je pense que bon, c'est intéressant de faire les comparaisons en France entre la CGT et la CFDT, ou d'ailleurs ton livre et le livre de Laurent Berger, moi, que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien, là, qui sont récentes, hein, mais en Italie, si on lit Bruno Trentin, le bouquin, qui est lui aussi préfacé par Soupio et par Delors, euh, bon, on voit bien qu'il y a autre chose qui s'est pris, et donc ça serait peut-être intéressant de voir comment cette personne qui a dirigé le syndicat en Italie, qui a été député européen, bon, qui est aussi le fils d'une grande figure toulousaine, c'est ça aussi de Silvio Trentin, hein. Bon, je pense que ça, on aurait à gagner à le relire. Donc, quand il dit, je l'ai repris, il y a un chapitre Repenser le travail après Taylor. Je pense que notamment les questions de conception, d'exécution, etc., on a beaucoup de choses à apprendre. Alors, je vais aller vite. Sur le côté italien, je crois que il y a un côté quand même, à un moment donné, on est passé pas loin de pouvoir s'enrichir différemment du côté italien, hein. Il y a 40 ans, c'est vieux, hein, mais il y avait des Italiens qui ont fait paraître, redécouvrir l'expérience ouvrière. C'était Ivar Rodon. Et bon, Ivar Rodon, il est venu euh, à Port-de-Bouc, voir des syndicalistes. Il y a eu des rencontres avec Yves Schwartz, qui a donné lieu à des expériences du côté de Marseille, je pense que tu dois les connaître, hein, bien sûr, qui a fait qu'il y a eu l'homme producteur, que l'on a remis au goût du jour avec Catherine il y a 2 ans, hein, et où on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites à l'époque, il y a 40 ans, sur le travail qui n'étaient pas dépassées. Alors voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais je pense que ça serait intéressant qu'on s'instruise de ce qui se passe aujourd'hui, qu'on y réponde, mais qu'on n'oublie pas que d'autres ont pensé le travail, l'exécution,
Bruno Trentin, Supio, bien sûr, Odon, Yves Schwartz, voilà. Voilà, c'était juste pour Merci citer ça. pour ce témoignage. C'est intéressant d'aller voir aussi ailleurs. Dominique La logique Bossuet. purement française. Allez-y, Dominique. Oui, Il nous reste 5 minutes. oui, oui, très rapidement, hein. Moi, je suis retraité depuis très peu, j'étais médecin du travail et syndicaliste CFDT. Bon. Ce que j'ai constaté là, disons, dans ma pratique professionnelle, hein, c'est que globalement, les directions d'entreprise sont extrêmement méfiantes vis-à-vis des salariés. En France, hein. J'ignore ce qui se passe ailleurs, dans la tête des employeurs des autres pays, mais vraiment typiquement en France, c'est d'une part une méfiance systématique vis-à-vis du salarié, disons non cadre, qui est une personne qui n'a pas envie de travailler, est tiré au flanc, etc. Et donc, il s'agit absolument de l'encadrer le plus possible, de ne pas tenir compte de ses remarques quant à son vécu du travail et des propositions qu'il pourrait faire effectivement pour améliorer le travail fourni. Il y a un décalage extrêmement important entre le travail prescrit par l'employeur qui n'a que comme but quasi exclusif, si je puis dire, enfin c'est un constat personnel, hein, bien entendu, d'encadrer le salarié. Et à l'opposé, le salarié, lui, n'arrive pas à exprimer ses remarques pour faire un travail de qualité dans des conditions correctes. Parfois, il y a effectivement des tentatives qui sont faites dans les entreprises pour que les salariés puissent s'exprimer collectivement, individuellement, avec un piège, comme il a été dit tout à l'heure par Sabrina. Il y a eu tout à fait, hein, effectivement, le salarié, au contraire de ce que pourrait attendre l'employeur, a une telle envie de bien faire, c'est-à-dire à la fois de fournir un travail de qualité et un travail productif, hein, au sens, disons, quantitatif, que il va se piéger lui-même. Il va en faire de trop et ça risque de se refermer de le pénaliser. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut que cette parole des salariés soit non pas encadrée, mais comment dire, accompagnée, construite collectivement par le biais des représentants syndicaux, revue après un temps d'expérimentation pour ajuster un petit peu les choses. Ça concerne grosso modo disons, les non-cadres. Et côté des cadres, souvent, moi j'ai constaté que il y a la politique, en particulier, enfin c'était vrai il y a une dizaine d'années, et surtout pour les entreprises parapubliques, un raisonnement qui disait bon, il faut à tout prix individualiser la performance. Une anecdote plutôt, parce que c'est tellement, presque façon des comiques. Je me souviens de deux personnes, de deux cadres qui travaillaient dans l'industrie pharmaceutique. Ils travaillaient tous les deux sur le même sujet, donc avec une bibliographie, une recherche, une approche scientifique strictement identique. Ils étaient dans le même bureau et on leur avait dit à chacun, séparément bien entendu, voilà, on va vous fixer un objectif individuel, il faut que vous soyez meilleur que votre collègue. On a fait une véritable caricature, puisque par définition, c'est un travail d'équipe. Et le point de vue du N plus H, du N plus 1, c'était de dire si je leur donne chacun un objectif, ils vont entrer en compétition l'un contre l'autre. Donc c'était totalement contre-productif, quoi. Mais oui, bien sûr. On en est à... Ouais. Voilà, mais on en est à... Merci Dominique. Alain Coffino, on te cède la parole. Oui, merci. Alors, trois petites phrases. D'abord, merci Alain. Je vois que tes convictions et ton enthousiasme restent entiers et ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup d'avoir continué dans le même chemin que nous avions travaillé ensemble. Deuxième idée, effectivement, j'étais comme Jacques Rollin très sensible à l'idée européenne. C'est-à-dire, est-ce que tu as l'occasion de discuter avec des syndicats européens de ces choses-là? Et est-ce que, ce sera un autre débat de savoir si tu as une vision de comment ils voient les choses. Bon, voilà. Et la troisième des remarques, c'est que j'ai été intéressé par ta remarque au fond, 2 ou 3 politiques t'ont sollicité, et tu disais que ce n'était pas assez, je suis bien d'accord avec toi. Et peut-être que la personne dont tu as parlé, le Belge, ça doit être Paul Magnette, qui est le président des socialistes belges et qui fait un discours sur le travail qui est tout à fait passionnant. Ça aurait peut-être le coup d'ailleurs qu'on prenne contact avec lui
Alors, c'est un politique, mais c'est un vrai politique qui parle du travail. D'accord. Paul Manille. Merci. Merci Alain. Alors, Pierre Papon, est-ce que vous êtes... Vous Pierre, pouvez... mais il a été déconnecté. Il paraît qu'il faut que tu le fasses, que tu le réinvites. Il voulait aussi intervenir. Non, Et en tout cas, il est là. Non. Je pense qu'il a du mal à se reconnecter. Néanmoins, il est 19h59. On a dit qu'on terminait à 20h sur un débat qui est extrêmement riche. Merci Alain, franchement, pour d'abord effectivement pour tes convictions et ce partage avec nous et pour cet éveil confirmé effectivement parce que l'environnement repose la question du travail aujourd'hui, mais avec cette idée d'aller chercher l'expertise auprès des salariés avec toutes les difficultés qu'on a pu mentionner. Et moi, je retiens, mais ça n'est que voilà, ma conclusion, qui n'est que la mienne, mais qui est un de mes dadas aussi, mais former à ce qu'est le travail, ou à comprendre ce qu'est le travail. Parce qu'en fait, tout le monde en parle, mais de quoi parle-t-on vraiment? Et pour les salariés, comment peuvent-ils eux-mêmes en parler? C'est aussi une question qui est majeure, parce que voilà, ils peuvent aussi retrouver piégés, enfin, ou en tout cas dire des choses assez convenues. Enfin, voilà, c'est une vraie question. Tout à fait. Mais je vous remercie tous, c'était vraiment super, j'ai bien Ah oui, apprécié. franchement, Merci merci Alain, merci à tous. C'est un Et, merci général. Merci. Absolument. et à bientôt pour une À autre bientôt. masterclass, donc un autre point de vue sur le travail. Et je pense que la prochaine est avec Thomas Coutreau. Ah ben voilà, Le alors ça va. 6 juin. Le 6 juin. D'accord, très Voilà. bien. On vous Merci, tiendra au courant. À bientôt. Merci, Arrivederci. merci à Alain, bientôt. vraiment. Bonne soirée. Merci beaucoup, Alain. Ciao, ciao. Bye bye. Il n'y a pas eu d'avion qui a décollé.